Salut à tous. Donc dans ce deuxième épisode, nous allons directement passer à ce qui a façonné des rêves de beaucoup d'enfants, devenus maintenant cadras et quinquas. C'est-à-dire que nous allons aborder le top 10 des séries de science-fiction des années 70 et 80. Rappel des hypothèses de ces tops, je ne parle que de séries captables en Belgique dans la période 75-89 et qui avaient eu un impact à cette période. Ceci élimine certaines séries mondialement cultes, mais arrivées sur le tard en francophonie. On commence donc par ce générique que fut l'ouverture des programmes de TF1. Alors si je dois citer d'autres séries qui n'auront pas leur place dans ce top, mais qui ont néanmoins des qualités qui nous permettent de nous en souvenir comme ayant marqué la science-fiction à la télé, j'en retiendrai 14. Nous allons les parcourir par ordre chronologique de diffusion francophone à cette période. D'abord le Nouvel Homme Invisible, aussi appelé Gemini Man, qui était sorti en 77 sur RTL. Il y avait une rediffusion de L'Homme Invisible, en 78 toujours sur RTL. On avait aussi L'Homme de l'Atlantide, en 79 sur TF1, L'incroyable Hulk en 1980, à la fois sur TF1 et sur RTL, San Kukai en 82 sur Antenne 2, Spectreman toujours en 82 sur Antenne 2 et sur RTL, puis XOR en 84 sur Antenne 2 et RTL également, Bioman qui était apparu en 85 sur Canal+, Au-delà du réel en 85 sur TF1, L'expédition Adam 84 en 85 sur RTL, Starman en 87 sur RTL, Alf en 87 sur RTL et en 88 sur Antenne 2, Spilvan en 88 sur TF1 et le Docteur Who en 89 sur TF1. Voici donc pour tous les noms repris. Passons maintenant aux choses sérieuses et à ce fameux top 10 des séries de science-fiction qui ont, selon mon avis purement subjectif, apporté des rêves aux jeunes de la génération 80 de Belges francophones. On commence donc par le numéro 10. On parle ici d'un renversement complet dans la chaîne alimentaire sur une certaine planète. La planète des singes en 1975 sur Antenne 2. C'est à l'origine une série télévisée américaine en 14 épisodes, créée d'après le roman du même nom de Pierre Boulle et diffusée entre le 13 septembre et le 6 décembre 74 sur le réseau CBS. Il n'y avait donc qu'une saison unique. La série aura suivi 5 films de cinéma qui auront, à mon avis, autant, voire plus, marqué les esprits, car ils auront été rediffusés de nombreuses fois. Elle ne connut d'ailleurs pas le succès des films qui l'avaient précédé, et ceci malgré une production très soignée. L'histoire se base sur un engin spatial américain avec à son bord 3 membres d'équipage, le colonel Alan Virdon, le major Peter Burke et le navigateur Edward Jones, qui traversent une brèche de l'espace-temps à la vitesse de la lumière et qui atterrit en catastrophe sur une planète inconnue en 3085. Les deux survivants du crash, Virdon et Burke, découvrent que ce monde est peuplé d'humains considérés comme des citoyens de seconde zone, souvent réduits en esclavage, ceci par des singes très évolués, et que cette planète n'est autre que la Terre. Contrairement à ce qu'avaient montré les films, les humains y sont doués de parole et de raison. Ce sont les gorilles qui dirigent la police, les chimpanzés l'administration, ainsi que les sciences, et les orang-outans s'occupent de la politique et de la religion. On retrouve dans les rôles principaux Roddy McDowall qui joue le rôle du singe Galen, avec la voix française de Serge Lorca, qui fait aussi la voix de Mel Brooks ou Roy Scheider, celle de Gopher dans La Croisière s'amuse, ou du capitaine Furio d'Hill Street Blues. Je viens d'être attaqué par 2 humains, ils ont volé mon cheval. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Vous n'avez donc ni or ni loi. Ron Harper joue le rôle de Alan Virdon, dont la voix française était celle de Jean Fontaine, la voix du grand-père dans Heidi, ou d'Oscar Goldman dans la version québécoise de L'homme qui valait 3 milliards. Notre ami va à une assemblée des dragons ce soir, alors si vous voulez, on vous y emmène. James Naughton joue le rôle de Peter Burke, dont la voix française était celle de Jean Roche, c'est-à-dire la voix de Londo Calrissian, ou de Tarzan dans les films et les dessins animés. Il faut que quelqu'un joigne les dragons, s'infiltre parmi eux, découvre l'identité de tout le monde. On trouve aussi au casting le débutant Mark Singer, qui allait être connu au cinéma dans le rôle de Daryl l'Invincible, puis dans une série sur laquelle nous reviendrons. De décembre 75 à la fin des années 80, tous les épisodes de cette série vont être multidiffusés sur Antenne 2 pour la France et RTL pour la Belgique.
refaire le même cauchemar. Tu as beau essayer d'échapper à l'anéantissement en courant le plus vite que tu peux, tu n'y échappes pas. Je le retrouve toujours en face de toi. Je ne comprends pas. Les humains sont des ouvriers, des fermiers et des domestiques. Pas des techniciens. Ça relève de l'imagination. La destruction n'est pas de l'imagination, Galen. Tu as encore beaucoup à apprendre. Est-ce que les singes contrôlent toute la planète? Je ne comprends pas. Ce qu'ils demandent, c'est qui gouverne cette planète? Eh bien, le chef. Non, pas seulement le village, nous parlons de gouvernement. Ah, vous voulez dire le conseil supérieur? Ce sont des gens très importants. Et j'ai peur qu'ils soient déjà avertis de votre présence ici. Un messager est parti. Est-ce qu'il y a des humains qui siègent à ce conseil? Des humains là-bas, vous voulez rire? Oh, les humains ne sont rien, voyons, jamais les humains n'ont inventé quelque chose, sauf dans les livres d'histoire. Jamais? Je ne vois pas comment ils pourraient faire. Les singes sont tellement plus intelligents que nous. C'est-à-dire, excepté vous deux, peut-être, vous êtes différents. C'est pour ça qu'ils vous cherchent. S'ils nous trouvent, que nous font-ils? Ils vous tueront. Ils tuent toujours les humains. Nous avons atterri dans un petit paradis, c'est certain. Passons maintenant au... Numéro 9. Parfois une série nous amène dans un autre monde, ou plutôt une autre dimension. La 4e dimension en 1984 sur TF1 et 1987 sur RTL. Dans les années 80, on avait parfois des retours tonitruants de séries plus vieilles. Celle-ci en fait partie. À l'origine, cette série télévisée américaine de science-fiction, de plus de 150 épisodes, a été créée par Rod Serling et était diffusée entre le 2 octobre 59 et le 19 juin 64. Ceci sur le réseau CBS, et elle était déjà passée sur le RTF en 65. Elle se présente comme une anthologie d'histoires fantastiques, étranges, énigmatiques, dont le but était, comme le disait son créateur Rod Serling, de frapper le téléspectateur, de le choquer par la chute toujours inattendue, surprenante et singulière de chacune de ces histoires. Chaque épisode est indépendant et la série ne compte aucun personnage récurrent, sauf le narrateur Rod Serling lui-même qui apparaît dans le champ à partir de la 2e saison. La plupart des épisodes présentent un ton pessimiste que l'on peut assimiler à une critique de la société américaine de l'époque. Le titre original est The Twilight Zone, qui se traduit par la zone crépusculaire. Le téléspectateur est invité à un voyage dans une contrée dont les frontières sont notre imagination, un voyage au bout des ténèbres. Ces nouvelles ont été écrites par Rod Serling lui-même, avec la complicité d'auteurs spécialistes. Pendant ces 5 années d'existence, la série a offert des rôles majeurs à de nombreux acteurs qui allaient par la suite devenir des stars. Citons pêle-mêle Martin Landau, Patrick Macnee, Robert Redford, William Shatner ou encore Elizabeth Montgomery, Charles Bronson, Peter Falk, Burt Reynolds ou même Leonard Nimoy. Les textes de présentation de chaque épisode furent multiples tant dans la version française, le narrateur était Guy Chapelier, qu'en version originale où le narrateur était Rod Serling lui-même. En France, on redécouvre la série via l'émission Temps X dès 84, puis dans La Une est à vous en 87. La même année, elle passera en fin de soirée sur RTL. En 83, Steven Spielberg, John Landis, Joe Dante et George Miller ont rendu hommage à la série en réalisant un film formé de courts-métrages. Mais qu'est-ce donc ici? Mais où sommes-nous donc? Vous êtes fort loin de la rive de la connaissance. Vous êtes dans l'inconnu. Vous êtes seul dans la 4e dimension. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Nous voyageons dans une contrée dont la frontière est notre seule imagination. C'est un voyage au bout des ténèbres, dans la 4e dimension. Pourquoi vous m'avez enfermé? Extraordinaire. Vous allez voir intervenir la magie. Mais ça n'a rien du tout de réel. Rien du tout. Je ne vous connais pas, je ne suis pas non plus Gérald, je vous l'assure. Donne-moi ta main. Je ne veux pas mourir. Je vous reverrai le siècle prochain. Dans quel étrange univers une telle histoire pourrait-elle se dérouler? Peut-être devrons-nous briser notre carcan terrestre et pénétrer dans la 4e dimension. Voici maintenant le... Numéro 8. Ce choix est un choix clair comme de l'eau de roche. L'âge de cristal en 1978 sur RTBF et Antenne 2.
On a une série télévisée américaine en un pilote puis 13 épisodes, créée par William F. Nolan et George Clayton Johnson, d'après leur roman du même nom, diffusé entre le 16 septembre 77 et le 6 février 78 sur le réseau CBS. Au départ, c'était un film avec Michael York et Farrah Fawcett en 76, qui, vu son succès, fut décliné pour la télévision. L'histoire se situe au départ dans la Cité des Dômes, qui abrite un monde parfait dans lequel on ne vit que 30 ans. Ceci avant d'être envoyé au carrousel et disparaître pour renaître. Logan, un limier chargé de traquer les réfractaires, est sceptique et s'enfuit avec Jessica, une rebelle qui cherche à rejoindre le sanctuaire avec des fugitifs. Ils sont rejoints par un vieil androïde, Rem, et ils sont pourchassés par Francis, l'ancien coéquipier de Logan, envoyé à leur trousse. A noter qu'ils se déplaçaient dans une espèce de véhicule sur coussin d'air assez amusant et bien fabriqué pour l'époque. On retrouve Gregory Harrison dans le rôle de Logan, avec la voix française de Pierre Arditi, qui, outre sa carrière de comédien, doubla aussi l'homme de l'Atlantide ou Punch dans Chips. Vous voulez dire que le résultat pourrait être le même, qu'on l'aide à repartir, ou qu'on l'en empêche? Heather Menzies joue Jessica, dont la voix française est Francine Lenné, la voix d'Emma Peel ou de Julie dans La Croisière s'amuse. Mais ces machines ne sont pas faites pour qu'on les vénère. Ikens vous a dit que c'était pour votre renseignement. On a également Donald Moffat qui joue le rôle de l'androïde Rem et dont la voix française est celle de René Berriard. Si jamais il réussit à empêcher l'Holocauste, la civilisation qu'il représente pourra continuer. Durant la période qui nous intéresse en Belgique, la RTBF le proposera au début 78 le dimanche après-midi, puis RTL en 80, tandis qu'en France, Antenne 2 la proposera également le dimanche après-midi en deuxième partie de 78, puis en 82. Cette série reste relativement rare et a en plus assez mal vieilli, mais les souvenirs restent néanmoins plaisants. En cette année 2218, vivre dans la Cité des Dômes est une source de joie sans fin. Le moindre des souhaits s'y matérialise, le rêve y devient réalité. Et la jeunesse y est éternelle. Aucun sujet appartenant à cette communauté parfaite n'est autorisé à vivre au-delà de 30 ans. C'est ainsi qu'au jour de cet ultime anniversaire, au cours de la cérémonie du carrousel, il disparaîtra dans le grand sommeil régénérateur afin de renaître dans un autre corps. Cycle perpétuel qui ramènera le sujet au seuil d'une nouvelle tranche de 30 années d'existence sereine. Mais il y a aussi au cœur de la Cité des Dômes ceux qui s'interrogent, les penseurs, les sceptiques, qui parlent à voix basse d'un refuge dans le vaste inconnu qui s'étend au dehors, un lieu secret qu'ils appellent le sanctuaire. Écoute, elle répète toujours les mêmes mots. C'est enregistré. Bordel. Rem, je croyais que vous... Je ne suis pas quelqu'un dont on se débarrasse comme ça. Aucune machine ne peut faire ça. Tu n'es pas à la Cité des Dômes, tu es dans le monde extérieur. Tu vois cette cellule, ce petit filet de lumière? Tout est placé sous son contrôle. Il faut le détruire. Le numéro suivant est le numéro 7. La série où on découvre la cryogénisation naturelle. Buck Rogers en 1983 sur RTL et 1984 sur TF1. Voici une série télévisée américaine, composée initialement d'un pilote de 3 téléfilms et de 29 épisodes. Le tout sera regroupé en 2 saisons de 37 épisodes. Elle est créée par Glenn Hallarson et Leslie Stevens, d'après le personnage éponyme de Philip Francis Nolan, et est diffusée entre le 20 septembre 79 et le 16 avril 81 sur le réseau NBC. La série met en scène Buck Rogers, un héros de science-fiction dont la création remonte à 1928, et dont les aventures avaient été relatées jusque-là principalement sous la forme de comics.
Une première adaptation en série télévisée avait été réalisée en 1939. Cette série est une sorte de space opéra qui surfait sur la vague Star Wars. On y retrouve d'ailleurs le principe du petit robot appelé Twiki. L'histoire est celle de Buck, astronaute arrogant et séducteur, qui se réveille après une hibernation de 5 siècles et qui découvre que la Terre a été victime d'une guerre nucléaire et qu'elle est en proie à des menaces extraterrestres. Il fera rapidement équipe avec la colonelle Wilma Deering de la Défense territoriale qui contrôle les flux de marchandises et défend la Terre contre les pirates. L'humour est assez présent dans la série, même si c'est un humour qui passerait sans doute moins bien à notre époque. Les effets spéciaux étaient très bons pour l'époque et les vaisseaux de type Starfighter étaient très réussis. Dans cette version, on retrouve Gilles Gérard dans le rôle du capitaine William Buck Rogers et Erin Gray dans le rôle du colonel Wilma Deering. La voix de Buck Rogers est celle de Dominique Paturel, qui fut la voix de Robert Wagner, Lee Majors, George Peppard, Roy Tines ou Larry Hagman. Allez, venez. La catapulte. On vous a appris ce que c'était? Rien de cassé. Je vous avais dit qu'on s'amuserait bien ici. La voix du colonel Deering est celle de Perrette Pradier, qui fut la voix de Kate Jackson, Faye Dunaway ou Jacqueline Bisset. Un endroit rêvé pour cacher son prisonnier. On n'y trouve pratiquement pas de police et les autorités stellaires n'y interviennent pas. Pour les francophones, on retrouvera la série en 1983, le lundi au milieu d'après-midi sur RTL et pendant les grandes vacances de 84, le samedi en début d'après-midi sur TF1, puis elle passa sur Antenne 2 en 86. 1987. La NASA lance le dernier de ses grands vaisseaux spatiaux. Pris dans une tempête cosmique, Ranger 3 et son pilote, le capitaine William Buck Rogers, sont déviés de leur trajectoire et placés sur une orbite qui gèle son système de soutien de vie et ramène Buck Rogers sur Terre quelques 500 ans plus tard. J'ai l'objectif en vue. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, enfin. Content de vous voir, les gars. Qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que ça... Engin étranger, vous me recevez, répondez. Oh, faites attention à ce que vous dites, hein, je ne vous connais pas tellement non plus. Qui êtes-vous? Limitez vos réponses à oui ou non, vous courez un grave danger. À cause de vous? Vous traversez un corridor qui mène à notre cité intérieure. Cité quoi? Non, écoute, Nénette. Colonel Deering, je vous prie de vous taire. Si vous déviez si peu que ce soit du parcours que je vais vous indiquer, vous serez transformé en vapeur. Est-ce que c'est clair? En vapeur? Bon, d'accord, je vous écoute. Connaissez-vous le pilotage manuel? Bien sûr. Alors suivez-moi jusqu'à l'arrivée. Je vous file le train. Mais que vaut-elle? Oh, rien qui vaille la peine de vous alarmer. J'en suis pas si sûr. Je vous croyais même déjà parti en vacances? Oui, je suis sur le départ, mais je voulais faire un petit cadeau au docteur avant de partir. Twiki? Bidi, 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 dégagez la piste. C'est un végétal? Une plante verte, colonel. C'est un Ficus elastica, communément appelé caoutchouc. Oui, il est magnifique. Hein. J'ai fait 3 labos hydroponiques avant d'en trouver un. Quelqu'un voudrait-il prendre ça avant que je ne prenne racine? Oh, pardon. Juste en dehors du top 5, on trouve le numéro 6. On parle ici d'une série à la base d'une véritable dynastie de films et de séries. Star Trek en 1977 sur RTL et 1982 sur TF1. Il est ici question de la série télévisée américaine en 79 épisodes, soit 3 saisons, créée par Jane Roddenberry et diffusée entre le 8 septembre 66 et le 3 juin 69 sur le réseau NBC. Elle sera suivie par de nombreuses déclinaisons en séries et en films. Star Trek raconte les aventures vécues au XXIIIe siècle par l'équipage du vaisseau spatial USS Enterprise, ainsi que de son capitaine James T. Kirk. Leur mission de 5 ans, mise en place par Starfleet et la Fédération des planètes, est d'explorer la galaxie afin d'y découvrir d'autres formes de vie et d'enrichir ainsi les connaissances humaines. Les membres principaux de l'équipage sont le capitaine Kirk, Spock, le docteur McCoy, Scotty, Sulu, Chekhov ou Uhura.
Le capitaine James T. Kirk est joué par William Shatner. Sa tunique est de couleur or, celle des commandants de vaisseau. Les épisodes démarrent souvent avec l'introduction de Kirk en voix off. Monsieur Spock est joué par Leonard Nimoy. Il est originaire de la planète Vulcain, comme ses oreilles pointues le montrent. Il est officier scientifique, d'où son uniforme bleu. Il est l'incarnation de la raison et de la logique, relativement dénuée d'émotion, et son salut vulcain est devenu célèbre, ainsi que sa prise vulcaine, neutralisation non violente qui endort les victimes par simple pression sur une partie de l'épaule. On a également le docteur Leonard McCoy, joué par DeForest Kelley. C'est le meilleur ami de Kirk et le meilleur ennemi de Spock. Son pessimisme et ses émotions l'entraînent à souvent s'opposer à la vision logique de Spock. Étant scientifique, il a aussi un uniforme bleu. On a également Scotty, l'ingénieur, joué par James Doohan, Sulu, le timonier, joué par George Takei, ou Chekhov, le navigateur, joué par Walter Koenig. Côté féminin, on a l'officier de communication Uhura, joué par Nichelle Nichols, et l'infirmière Christine Chappell, jouée par Majed Barrett. A noter qu'il n'y a visiblement pas de doublage français, mais que ce sont les doubleurs québécois qui nous ont proposé la version française. Star Trek est bien plus qu'une série, c'est un objet culte comptant des fans par dizaines de millions à travers le monde. Datant de la fin des années 60, on ne peut pas nier que les décors en toile peinte et en carton-pâte de fortune et les pyjamas en guise d'uniforme en font un champion du kitsch. Mais les valeurs universelles et humanistes qui y étaient portées allaient créer un phénomène mondial à la fin des années 70. On y découvre des inventions géniales comme la téléportation, la communication sans fil via le communicateur ou le détecteur de problèmes de santé via le tricorder. Alors qu'en Belgique et au Luxembourg, on pouvait déjà découvrir la série via Télé Luxembourg à 20h le dimanche, puis le samedi à 18h dès 79, il faudra attendre 82 le dimanche sur TF1 à la place de Starsky Hutch pour que la France la découvre sur une chaîne nationale. Sa provenance, monsieur Spock. Difficile à dire, capitaine. Aucune coordonnée axiale, pas de rapport précis. Si ça continue, il va surcharger ses générateurs. Il pousse beaucoup trop ses moteurs, monsieur. Il change encore de route. Il doit savoir que nous le poursuivons, capitaine. Gardez bien le contact, monsieur Sulu. Communication? J'ai vérifié toutes les fréquences, je crois qu'il refuse de s'annoncer. À moins qu'il ne nous reçoive pas. Oh, il nous reçoit très bien, soyez-en sûrs. Approche d'une ceinture de météores, capitaine. Densité forte au manomètre. Déflecteur 1, monsieur Farrell. Lui aussi, il a vu des astéroïdes. Ne le perdez pas. Il va essayer de s'échapper. Si l'un de ces bolides nous atteint... J'ai des données sur le vaisseau, capitaine. Je dirais que c'est un petit navire de transport, un cargo de classe H. Ses régulateurs et ses générateurs ont surchauffé. Essayez de les avertir. S'ils perdaient de la puissance... Les moteurs baissent, monsieur. Il dérive vers le nuage météorique, capitaine. Il est perdu. Est-ce qu'on peut le protéger avec notre écran déflecteur? Capitaine, nos propres moteurs ne tiendront jamais le coup. Il est trop éloigné. Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. On met maintenant un pied dans le top 5 avec le Numéro 5. Dans cette série, on ne le sait pas encore, mais le cauchemar a déjà commencé. Les Envahisseurs en 1975 sur TF1 et 1981 sur RTL. Voici une autre vieille série des 60s qui a explosé pour les francophones dans les 70s et les 80s. C'est une série télévisée américaine en 43 épisodes répartis sur 2 saisons, créée par Larry Cohen et diffusée entre le 10 janvier 67 et le 26 mars 68 sur le réseau ABC. Le producteur était Quinn Martin, producteur des plus célèbres feuilletons télévisés américains de l'époque comme Les Incorruptibles ou Le Fugitif. Il a imposé à ses collaborateurs et à l'auteur sa vision des choses être réaliste, ce qui a évité trop d'aberrations ou d'outrances dans les effets spéciaux de ces années. L'histoire nous explique qu'un homme, David Vincent, a été témoin de l'atterrissage d'un vaisseau extraterrestre et que depuis lors, il n'a cesse de convaincre ses semblables de combattre ces extraterrestres qui, sous une apparence humaine, infiltrent insidieusement la Terre afin de la coloniser. Il est difficile de reconnaître un extraterrestre d'un terrien, les 2 caractéristiques principales étant le petit doigt qui reste raide et, plus gênant, le manque de pouls. Il y a aussi le fait que lorsqu'il meurt, il se désintègre en se consumant dans une grande lumière rouge.
Chaque épisode est joué en 4 actes et un épilogue. David Vincent est en fait un architecte qui tente inlassablement de mettre en lumière la conspiration visant à prendre le contrôle de la Terre. David Vincent est joué par Roy Thinnes et sa voix française était celle de Dominique Paturel qui était déjà la voix de Buck Rogers dont je viens de parler. Ils sont au courant au sujet de l'émetteur. Et ils savent que Kramer avait trouvé le moyen de brouiller leurs signaux. Mais oui, je leur ai dit. C'est tout ce qu'ils demandent, des renseignements. Ainsi on a la vie sauve. En France, sortie en fin 69, la série fut reprogrammée de nombreuses fois, dont dans la période qui nous intéresse, en 75 sur Antenne 2, puis la même année sur TF1 dans Samedi est à vous, et ensuite en 78 sur la même chaîne. En 84, il reviendra l'après-midi sur Antenne 2, et également en juillet-août 87 sur TF1. RTL la programmera quant à elle le dimanche à 20h en 81. Les envahisseurs. Avec Roy Thinnes dans le rôle de l'architecte David Vincent. Les envahisseurs. Ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, tout a commencé par une nuit sombre, le long d'une route de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée, et par un homme resté trop longtemps sans dormir pour continuer son voyage. Cela a commencé par l'atterrissage d'un engin venu d'une autre galaxie. Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine. Il sait qu'il doit convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Un peu de café? Non. Vous vous sentez mieux? Que voulez-vous? J'ai cru que vous seriez plus communicatif que la dernière fois. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Bien, monsieur Vincent, vous pouvez vous en aller. Mais restez à notre disposition. Quoi? Votre avocat a déposé une assignation à habeas corpus. Je n'ai pas d'avocat. Il faut croire que si. Bien. Merci de votre hospitalité. Au pied du podium, on a donc le numéro 4. Ici, vous n'aurez pas droit à une série, mais bien à deux, car c'est toute une famille cybernétique qui fera son apparition. L'homme qui valait 3 milliards en 1975 sur Antenne 2, 1978 sur RTL puis Super Jamie et le chien Max en 1976 sur Antenne 2 et 1979 sur RTL. La première est une série américaine en 99 épisodes et 6 téléfilms, créée par Kenneth Johnson d'après le roman Cyborg de Martin Caidin. Elle est diffusée entre le 16 janvier 74 et le 6 mars 78 sur le réseau ABC. La seconde compta 58 épisodes, également créés par Kenneth Johnson, et diffusée entre le 14 janvier 76 et le 4 mai 77 sur le réseau ABC, puis entre le 10 septembre 77 et le 13 mai 78 sur le réseau NBC. On commence donc par l'histoire du colonel Steve Austin, un astronaute américain chevronné, qui a fait partie de ceux qui ont marché sur la Lune. Plusieurs mois après, redevenu pilote d'essai pour la NASA, et alors qu'il pilote un engin expérimental lors du test en vol d'un nouveau jet, il est victime d'une avarie qui le contraint à un atterrissage en catastrophe. Il ne peut alors éviter le crash de son appareil et est gravement blessé. À la suite de son accident, il subit une intense opération chirurgicale, au cours de laquelle certaines parties de son corps, dont le bras droit, les jambes et l'œil gauche, sont remplacées par des prothèses bioniques. Ces prothèses sont des prothèses dernier cri valant 6 millions de dollars en VO et 3 milliards en VF. À se demander qui gérait les cours à l'époque. Ces changements améliorent considérablement ses performances physiques. Il peut dès lors courir bien plus vite, voir bien plus loin et soulever des charges bien plus lourdes. Steve Austin devient alors un agent secret pour l'OSI, Bureau gouvernemental de l'information scientifique en français. Ceci sous la direction d'Oscar Goldman, pour qui il accomplit les missions les plus dangereuses. À la fin de la saison 2 de L'homme qui valait 3 milliards, on devait relancer la tension avec une histoire amenant une ancienne petite amie de Steve, Jamie, qui ne devait apparaître que dans un épisode double, se faire greffer des membres bioniques et mourir suite à un rejet. Mais à la suite de l'avalanche de courriers de fans, il fallut ressusciter Jamie et lui créer sa propre série.
De même, on ne voulait pas marier l'homme bionique, alors on rendit Jamie amnésique et sa série fut créée relativement séparément de l'autre. Jamie est une ancienne championne de tennis qui exerçait le métier d'institutrice. Au cours d'un saut en parachute, elle s'était donc blessée grièvement et c'est à la demande de Steve qu'on lui avait greffé un bras, 2 jambes et une oreille bionique. Elle deviendra également agent de l'OSI sous Oscar Goldman. En France, ces épisodes n'avaient d'abord pas été diffusés pour ne pas établir de lien entre les deux séries. Je ne sais pas ce qu'il en avait été des diffusions sur Télé Luxembourg. Au début de la saison 3 de Super Jamie, elle fait d'ailleurs la rencontre de Max, un berger allemand, lui aussi bionique, via ses mâchoires et ses pattes. Les séries se sont achevées en 78 aux États-Unis, mais pour répondre aux attentes du public, 3 téléfilms en commun furent tournés. En 88 et 89, 2 aventures, pour finir en apothéose en 94 par un mariage bionique. Dans les 2 séries, on retrouvait donc de nombreux acteurs communs. Il y avait donc Steve Austin, joué par Lee Majors, et dont la voix française était encore Dominique Paturel, dont nous avons déjà parlé 2 fois. Merci de m'avoir averti. Alors ça, c'est qu'une astuce basée sur les leviers. Jamie Sommers, quant à elle, était jouée par Lindsay Wagner, et la voix française était celle de Dominique McAvoy. J'ai eu un accident de parachute. Alors j'ai autorisé Oscar Goldman à faire de moi un cobaye et tester ses théories bioniques. Leur boss, Oscar Goldman, était joué par Richard Anderson, dont la voix française était celle de Jacques Deschamps, qui était aussi la voix du colonel Lard dans Les Têtes Brûlées ou d'Eliot Ness dans Les Incorruptibles. Il était aussi la voix française de Clint Eastwood de 64 à 76. Les États-Unis ont fait très souvent des envois, des stockages d'armes atomiques dans le monde entier dans la vingtaine d'années. Le docteur qui les a opérés, Rudy Wells, était joué par Alan Oppenheimer dans les 2 premières saisons de L'Homme qui valait 3 milliards et Martin E. Brooks pour la suite, ainsi que pour Super Jamie. Sa voix française était celle de Jean Berger, la voix de Patrick Macnee ou celle de Charlie Townsend des Drôles de Dames. Science ne saurait prévoir, on ne peut qu'espérer les éviter. Si l'on regarde L'Homme qui valait 3 milliards, pour la Belgique, RTL proposait d'abord la série le samedi à 20h dès 78. La RTBF l'a repris en 79 le dimanche après-midi jusqu'en 80. Et on la retrouve de nouveau également sur RTL le mardi à 20h à partir de cette même année. En 81, c'est le samedi sur RTL en début de soirée, tout en restant le mardi puis le mercredi en 82 et en 83. En France, la série a été diffusée le samedi après-midi en 75 sur Antenne 2, puis le mercredi dès 78. Ensuite, rediffusion en 80 sur TF1, puis de nouveau sur Antenne 2 en 86, puis 87 de manière journalière. Pour Super Jamie, autant j'ai trouvé quelques traces de Steve Austin sur la RTBF, autant son alter ego féminine ne semble pas y être passé. Par contre, sur RTL, on en trouve traces les mardis à 20h en 79 et en 80, puis le jeudi en 81 et le lundi en 85. En France, pas de traces sur TF1, par contre, ça suit le décalage des États-Unis sur Antenne 2, avec un début en 76, en début de soirée le dimanche, puis en 78 et 79 en début d'après-midi. On retrouvera des épisodes en 82 en début d'après-midi. Allô? Oui, un moment, voulez-vous? Pour vous, colonel Austin. Merci. Allô? Joss, j'ai laissé des messages un peu partout pour toi. Je sais, mais... Oui, comme tu voudras, mais... Non, c'est bon, je viens. Steve, puisque vous avez rendez-vous avec Joss Lang, voulez-vous lui dire que je devais lui faire passer un autre examen et qu'il n'a pas daigné se présenter? Si tu te changes en vitesse, je vais pouvoir t'emmener. Non, je te remercie, mais j'ai promis d'y aller tout seul. Tu connais Joss, il est un peu spécial. Où as-tu rendez-vous? On se retrouve au Grand Aquarium. On raconte que Joss Lang est... comment dire... disons, instable. On disait aussi que je ne pourrais jamais recourir. Ne faites rien avant que j'ai eu le temps de parler avec lui. De passer quelque temps en sa compagnie. D'accord. À vous de jouer. Je vous donne carte blanche. BDSI. Ok, contact soupape bloc moteur 7. Fermez les gaz. Détachement engagé. Roger, tableau intérieur et extérieur allumé. Amorce et piqué. Oscar, j'écoute. Extinction. Danger 3. Ramenez point 0. Latéral ne répond plus. Je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours. Je ne peux pas dresser. Rupture de circuit. Rupture... Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs,
Nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Jamie Summers, la première femme bioionique du monde, est de retour à Ojai, où elle est née, et a grandi près de son ami d'enfance, le colonel Steve Austin, dont elle retrouve les parents. Jamie, voilà bien. Oh, merci. C'est si bon de rentrer au pays. C'est si bon de t'y revoir. Jamie décide de s'y installer à demeure. Et elle devient institutrice. Prenez vos cahiers. Qui a fait cela? Je ne suis pas ici en qualité de simple intérimaire, mais ce qui s'appelle une titulaire. Et j'ai toujours pensé que le meilleur moyen de prendre contact et d'enseigner était la manière douce. Mais des ennemis inconnus avaient retrouvé sa trace. Sortez-moi de là, ça va exploser. Cet accident dont vous avez été témoin comme par hasard peut ne pas être un accident. Quelqu'un peut vouloir se débarrasser de vous. Oh, mais qui ça? Ça, nous l'ignorons. Mais nous estimons préférable de vous éloigner et de vous mettre en sûreté. Pas si vite. Si je suis revenue à Ojai, c'est pour y prendre racine. Jamie, il s'agit de choses sérieuses. N'oubliez pas que vous êtes à la fois un agent indispensable et un secret d'État. Jamie Summers est une femme unique en son genre. J'ai bien dit unique. Et il est temps que je me rende personnellement à Ojai. Je crois que nous avons quelques petites surprises en réserve pour elle. Voici donc sur le podium avec le numéro 3. On va aborder une série qui nous entraîne dans une épopée galactique. Battlestar Galactica en 1981 sur TF1. Voici devant une série télévisée américaine en un pilote présenté en 3 parties et 21 épisodes créés par Glenn Hallarson et diffusé entre le 17 septembre 78 et le 29 avril 79 sur le réseau ABC. L'histoire commence alors que les humains des 12 colonies vivent dans une lointaine région spatiale où leurs ancêtres vinrent jadis s'établir. Après 1000 ans de guerre, ils sont vaincus par leurs ennemis les Cylons, des robots en acier poli créés par un peuple reptilien disparu, avec l'aide d'un traître, le comte Baltar et son âme damnée Lucifer, une espèce de tête d'ampoule à cap. Les survivants parviennent à s'enfuir à bord de nombreux vaisseaux de transport formant une flotte hétéroclite sous la protection de l'unique vaisseau de combat, le Battlestar Galactica, et de son commandeur Adama, un homme avisé qui prend la tête de cette assemblée de fugitifs. Poursuivis par une flotte de Cylons, ils se mettent à la recherche de la mythique 13e colonie, qui, selon la légende, serait allée s'établir sur une lointaine planète portant le nom de Terre.
La série suit les aventures des pilotes Starbuck, Apollo et Boomer, du général Adama et d'autres habitants des divers vaisseaux, dont le fils d'Apollo, Boxy, qui possède une espèce de chien robot aux yeux globuleux, Muppet. Les vaisseaux de grande qualité vont marquer les esprits. On trouve les Vipers, comme chasseurs sortis du Galactica, dont les pilotes ont de superbes casques rétro-éclairage, ainsi que les Raiders Cylon. La série a été arrêtée soudainement sans happy end. Le spectateur ignore donc si la flotte de vaisseaux commandée par Adama retrouvera un jour la Terre ou non. Puis, suite à des écritures de spectateurs qui se plaignaient de cette fin, il y aura une suite en 10 épisodes, Galactica 80, qui montrera le retour sur Terre du Galactica. Au niveau du casting, on retrouve Lorne Greene dans le rôle du commandant Adama, sa voix française étant celle de Jean Michaud, qu'il doublait déjà dans la série Bonanza. Mon enfant, vous n'avez pas que ma bénédiction. Vous avez la bénédiction de tous les dieux de Kobol. Richard Hatch tient le rôle du capitaine Apollo. Dans la version française, c'est Yves-Marie Morin qui est la voix de Rick dans Magnum, de David Hasselhoff dans K2000 ou d'Alerte à Malibu, ou encore celle de Ryu dans Senkukai. C'est d'accord. Allons-y. Serena et moi avons décidé, et au cas où Boxy n'y verrait pas d'inconvénient, de vous dire que nous voulions nous marier. Dirk Benedict joue le lieutenant Starbuck avec la voix de José Lucioni, qui est aussi la voix de Al Pacino. J'ai l'impression que cette patrouille, c'est peut-être la dernière qu'on va faire tous les deux. Oui, je sais, c'est idiot, mais c'est plus pareil. John Colicos joue le comte Baltar, qui a la voix de Pierre Garin, qui prête aussi sa voix au capitaine Dobet dans Starsky Hutch, ou à Victor French dans La petite maison dans la prairie ou Les routes du paradis. Il y a encore des patrouilleurs dans le secteur. Capturez-en un. Pour les diffusions, il semble que seules les chaînes françaises les proposaient. D'abord via un passage dans l'émission Temps X des frères Bogdanov le samedi en 81 sur TF1, suivi par une rediffusion en fin d'année le dimanche après-midi sur la même chaîne. En mars et avril 85, TF1 repassera la série de manière journalière en début d'après-midi. En 87 et 88, ce sera Antenne 2 qui repassera la série, ceci le samedi en début d'après-midi. Cette série était la première à suivre la vague Star Wars et aura donc marqué tous les fans de science-fiction en herbe. De plus, elle aura permis dans les années 2000 à amener un reboot qui sera selon moi une des meilleures séries de science-fiction qui fut proposée. Par la grâce du Seigneur des Kobolds, le Galactica continue à conduire les survivants en direction de ces lumières qu'un jour il nous a été donné de voir et qui ont disparu tout à coup sans autre explication. Certains pensent que ces lumières, peut-être celles des vaisseaux intergalactiques, viennent de la Terre. Ce qui nous donnerait alors l'espoir, le grand espoir qu'ils ont atteint un degré très avancé de technologie. Jusqu'à présent, hélas, rien dans notre long voyage ne nous laisse croire que nous puissions cesser nos investigations et que nous ayons trouvé ce que nous cherchons. On passe maintenant à la deuxième marche du podium avec le numéro 2. On parle ici d'une série qui parle de notre satellite naturel. Cosmos 1999 en 1975 sur TF1 et 1977 sur RTL. C'est une série télévisée britannique en 48 épisodes, créée par Jerry Anderson et Sylvia Anderson et diffusée entre le 4 septembre 75 et le 12 novembre 77 sur ITV et au Canada sur le réseau CBC. L'histoire démarre en 1999. La Terre entrepose ses déchets nucléaires sur la Lune, où est déjà installée la base lunaire Alpha. Le 13 septembre, une explosion de ces stocks provoque une très puissante réaction en chaîne qui conduit la Lune à quitter l'orbite terrestre puis le système solaire. Dans l'incapacité de regagner la Terre, les 311 survivants, commandés par le charismatique commandant John Koenig, errent sur l'astre dans le cosmos et affrontent toutes sortes de dangers. Si je la mets sur la deuxième marche du podium, c'est parce qu'en tant que série britannique, elle s'est éloignée des formats américains traditionnels de l'époque. Elle s'intéresse en effet, lors de la saison 1, aux questionnements métaphysiques liés à la condition des survivants plus qu'à l'action, un peu comme dans les films 2001 Odyssée de l'espace. Mais comme à la demande du public il fallait plus d'action, la saison 2 apportera un grand lot de changements avec des effets spéciaux et des méchants,
Et bien que cela en diminuera la qualité intrinsèque, on peut dire qu'on a 2 séries en une, ce qui renforce sa position. La série s'achèvera malheureusement sans fin, mettant un terme aux aventures des Alphans, lesquels sont condamnés en quelque sorte à poursuivre indéfiniment leur périple dans l'espace. Il n'y aura pas de doublage français, les épisodes passeront donc avec les voix québécoises. Le commandant Koenig est joué par Martin Landau. Il est commandant de la base lunaire Alpha, il est doté d'une autorité naturelle et respecté par ses subordonnés. Il a conscience de la difficulté et des responsabilités de sa fonction et est doté d'une personnalité torturée et de troubles psychologiques liés à son passé. Le docteur Helena Russell est joué par Barbara Bain. C'est le médecin en chef de la base lunaire Alpha, elle apporte un côté humaniste et plein d'empathie tout au long des 2 saisons. Son caractère s'oppose en même temps qu'il le complète, celui de Koenig. Après avoir connu le succès dans Mission Impossible, Martin Landau et Barbara Bain prennent les rôles principaux en étant mari et femme à la ville. Citons aussi Alan Carter, rôle tenu par Nick Tate. Le pilote en chef est responsable de la section de reconnaissance et d'un naturel bagarreur. Son comportement vis-à-vis des différents extraterrestres est souvent agressif, et il a tendance à tirer d'abord et à réfléchir ensuite. Il est néanmoins extrêmement loyal au commandant Koenig, même s'il lui arrive de ne pas toujours respecter la hiérarchie quand il pense avoir raison. Ensuite, Victor Bergman, joué par Barry Morse. C'est un scientifique de grand renom, le conseiller du commandant Koenig, qui l'appelle toujours par son prénom, John, démontrant l'amitié qui lie les 2 hommes. Il y a aussi Sandra Benz, qui est jouée par Zlenia Merton. C'est le responsable de la section des données et des communications de la base lunaire Alpha. On peut noter pour l'époque les sympathiques vaisseaux spatiaux qui faisaient néanmoins fort maquette faits à la main quand on les voyait se déplacer sur la Lune. Ils s'appelaient les Aigles. En Belgique et au Luxembourg, on pouvait voir la série le dimanche à 20h sur RTL en 77. En France, la saison 1 a été diffusée de fin 75 à mi-77, dans Samedi est à vous sur TF1. Ensuite, rediffusion de 10 épisodes pendant les vacances de 80 dans l'émission Temps X. Enfin, rediffusion en début de samedi après-midi en première partie de l'année 86 sur Antenne 2. Qui pourrait-il être? Et d'où sont-ils venus? On ne peut avoir de réponse précise sans ouvrir le caisson. Nous avons déjà pris le maximum de précautions, que pourrions-nous faire d'autre? Bien, ouvrons-les. Tenez-vous prêts pour examen biochimique par ordinateur. Entendu, commandant. Notre planète dépérissait, et notre peuple envoyait de très nombreux vaisseaux spatiaux vers chaque planète susceptible d'entretenir notre genre de vie. Votre vaisseau a été programmé pour atterrir ici même? Pour s'y placer en orbite seulement. Nous devions ensuite être réanimés et nous préparer à effectuer la dernière partie du voyage en direction de votre planète, la Terre. Cette Lune n'est plus sur orbite terrestre, l'avez-vous compris? Certes. En fait, les variations presque hasardeuses de votre trajectoire et la vitesse ont jeté une énorme confusion dans notre ordinateur, d'où ce violent atterrissage. Nous avons cependant pu être repérés ici même par votre ordinateur. D'après son programme, oui. Il n'y avait pas d'autre moyen. Votre ordinateur peut-il être à même de calculer quelle est notre position par rapport à la Terre? Oui. Est-ce que son programme est conçu pour atteindre la Terre? C'était là notre objectif premier. Ce serait peut-être le nôtre. Mais il faut regretter que certaines personnes aient perdu toute conviction en vue d'y arriver. Puis-je avoir l'autorisation d'effectuer quelques tests afin de déterminer dans quelle mesure nos populations respectives sont compatibles médicalement? Je vais participer à l'évaluation des dégâts sur votre vaisseau. Je dois me retirer.
Merci 1000 fois. Permettez, capitaine. Et nous voici donc au top avec le Numéro 1. Pour ce top personnel, on parle de l'histoire d'une invasion extraterrestre fasciste. V en 1985 sur RTL puis Antenne 2. V est un ensemble de séries télévisées américaines de science-fiction, constitué d'une première mini-série V du même titre, en 2 parties, d'une seconde mini-série intitulée V, la bataille finale, en 3 épisodes de 90 minutes, ainsi que d'une saison de 19 épisodes, souvent nommée V, la série. Cet ensemble a été créé, écrit et réalisé par Kenneth Johnson et diffusé les 1er et 2 mai 83 sur le réseau NBC. Sa suite directe, la bataille finale, a été diffusée du 6 au 8 mai 84. A l'origine, la bataille finale devait, comme son nom l'indique, mettre un terme à l'histoire de V. Devant le succès rencontré par cette suite, une série hebdomadaire fut alors commandée. Cette série, bien que sympathique, aura un énorme défaut que l'on retrouve souvent pour les séries de science-fiction, on vient d'en parler, la fin sur un cliffhanger qui demande une suite pour savoir ce qu'il s'est passé, et rien, pas de suite, et donc tous les fans restent sur leur fin. Néanmoins, l'ensemble de l'œuvre reste pour moi le top du top des séries de science-fiction. L'histoire est une allégorie des événements de la Deuxième Guerre mondiale. On notera l'utilisation par les visiteurs d'un emblème représentant de fortes ressemblances avec la croix gammée des nazis, tandis que le titre de la série lui-même est calqué directement sur la campagne des V de 1941. Les visiteurs possèdent aussi des jeunesses semblables aux jeunesses hitlériennes, et la propagande visuelle des visiteurs rappelle la propagande des nazis. L'interaction humaine avec les visiteurs peut être comparée avec les événements de la Seconde Guerre mondiale, dans le sens que certains individus avaient choisi de collaborer, tandis que d'autres avaient choisi de s'opposer à ce régime mis en place. Les nazis ont persécuté principalement des juifs, les visiteurs quant à eux persécutent les scientifiques, leurs familles et tous ceux qui s'associent avec eux pour cacher leur identité de scientifiques, les scientifiques étant potentiellement les plus aptes à découvrir leur véritable nature biologique. L'évidence du parallèle est telle que quelques personnages introduits par Kenneth Johnson sont d'origine juive, dont un grand-père qui est présenté comme un survivant de l'Holocauste. Les visiteurs instaurent également la loi martiale afin de contrôler les scientifiques, ceci de manière similaire à ce qu'avaient fait les nazis en Allemagne. Les analogies sont notables entre Diana, la chef des scientifiques des visiteurs, et le docteur Joseph Mengele. L'histoire en tant que telle est la suivante. Un jour apparaissent d'un coup dans le ciel, en de nombreux endroits du globe, de gigantesques ovnis, qui seront dénommés par la suite les vaisseaux mers. Les extraterrestres qui en sortent prennent contact avec la Terre et semblent avoir forme humaine et déclarer être venus en paix. Ils s'installent peu à peu au milieu de la population, ils déclarent vouloir partager leurs connaissances en échange de produits chimiques terrestres censés régler leurs problèmes environnementaux sur leur planète. Mais leurs intentions sont tout autres. Les visiteurs pompent en secret l'eau de la Terre car leur planète d'origine a en réalité très peu d'eau. De plus, ce sont des lézards, ils sont humanoïdes mais ils considèrent que les humains sont de la nourriture. Aussi veulent-ils remplir leur garde-manger de millions de terriens. Peu à peu, une organisation secrète de résistants avec en tête le caméraman Mike Donovan et la docteure Julie Parrish, aidés par des soldats visiteurs rebelles, la 5e colonne, s'organise pour un combat de titans. Combat qui est loin d'être gagné car Diana, officier de haut rang dans l'armée des envahisseurs, veut à tout prix soumettre totalement l'humanité. Il y a de nombreux rôles clés dans cette série. On va s'arrêter sur ceux qui ont le plus marqué les esprits durant la période. Le principal héros et chef en second de la résistance est Mike Donovan. Il est joué par Marc Singer, qui avait tenu le rôle de Darl l'Invincible avec la voix française de Richard Darbois. La voix française est d'ailleurs plus célèbre que l'acteur lui-même car cette voix est aussi celle de Harrison Ford, de Danny Glover, de Richard Gere ou encore de Jeff Goldblum. Il est clair que nous tournons en rond. Cette défaite va nous coûter cher si on ne renverse pas la situation. Mais si on prouvait qu'on a une chance, peut-être que d'autres se joindraient à nous. Le véritable chef de la résistance est le docteur Julie Parrish, incarné par Faye Grant, et avec la voix française de Frédéric Tirmont, qui est également la voix de Emma Thompson, de Julia Roberts, de Guy Basinger, de Meryl Streep ou encore de Sigourney Weaver. C'est gentil. Il ne faut pas en vouloir à Sean non plus. Ce n'est ni un traître, ni un espion, il n'est encore qu'un petit garçon. Il ne pouvait pas résister comme je l'ai fait. Absent de la première série, on retrouve par après le mercenaire Am Tyler. Il va devenir un des premiers alliés de la résistance. Il est joué par Michael Ironside, rôle principal de Scanners de David Cronenberg, qui sera aussi le commandant Jester dans Top Gun. Il joue avec la voix française de Mario Santini, qui est aussi la voix de Matthew Stone ou du papa dans Quoi de neuf Docteur. Faudrait qu'on se batte, plutôt que de devoir te dire ce que j'ai à te dire, mais je vais le faire. Le cerveau de ton fils a été converti, c'est pas de ma faute. Tu le savais, n'est-ce pas? Du côté des visiteurs, on retrouve bien évidemment la presque chef des méchants, Diana, jouée par la mystérieuse et sexy Jane Bladler, dont la voix française était celle de Pauline Larieux, qui doublait aussi des seconds rôles dans de grandes séries comme Les Feux de l'amour ou Une nounou d'enfer. Vous ne connaissez que l'hypocrisie et l'intrigue. Moi, je préfère l'approche directe. Rassurez-vous, chère Pamela, malgré ma spécialité scientifique, je saurais commander votre flotte. Citons également Willy, rôle au départ secondaire puis qui devint plus important en tant que premier allié des humains, qui est joué par Robert Englund, alors célèbre pour ses rôles de Freddy Krueger dans la série Les Griffes de la Nuit.
Sa voix française est celle de Jean-Claude Montalban, la voix de Seinfeld, de Danny Tanner dans La Fête à la Maison, ou celle de Cobra dans le célèbre dessin animé. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'elle précipite légèrement les opérations? Tu sais, depuis qu'on ne s'est vu, j'ai beaucoup changé. Enfin, parlons de Martin, puis de son frère Philippe, qui sont les piliers de la résistance contre les visiteurs dans la 5e colonne. Ils sont joués par Frank Ashmore avec la voix de Hervé Bellon, qui prêtait également sa voix à Sam Neill, à Steve Guttenberg ou à Rutger Hauer dans Blade Runner. Bonjour, Donovan. Nous apportons des armes et des uniformes. Nous resterons avec vous. Après ce que vous avez décidé de faire, on n'avait plus le choix. En Belgique et au Luxembourg, les mini-séries ont été diffusées pour la première fois en 10 épisodes à partir du 23 janvier 1985 sur RTL Télévision. La série fut diffusée à la rentrée de septembre 1985 et toujours sur RTL Télévision. En France, les mini-séries ont été diffusées sur leur format original à partir du 9 septembre 1985 en prime time sur Antenne 2. Puis la série de 45 minutes dès le 6 juin 1987 et toujours sur Antenne 2. M'expliquer de quel droit vous avez donné ces ordres. Ma chère, ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Apprenez que je n'ai fait que les suivre. C'est moi qui ai donné l'ordre de cesser le combat. Et peut-on savoir qui vous a permis de le faire? Notre chef. Il a décidé que les hostilités devaient immédiatement prendre fin. Pourquoi? Nous étions si près de la victoire. Apparemment, lieutenant, il doute de vos succès. Peut-être les avez-vous quelque peu exagérés? C'est inimaginable. Mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, la guerre est finie. Et notre chef va bientôt arriver pour prendre en charge en personne les négociations de paix. Parce qu'on va négocier. C'est vous qui êtes à l'origine de tout cela, n'est-ce pas? Vous êtes un traître, tout comme votre frère Martin. Vous savez bien que ce n'est pas la vérité. Et notre chef aussi le sait. Vous savez, Diana, notre chef n'a plus confiance en vous. Vous n'avez plus aucun pouvoir. Et d'après New York, c'est pareil à Londres et à Paris. Terminé. Ça paraît incroyable. Mais du monde entier nous arrivent exactement les mêmes informations. Je n'ai aucune confiance en eux. Pourquoi est-ce qu'ils renonceraient brusquement? Avec les lézards, il vaut toujours mieux se méfier. En tout cas, le monde entier croit que les visiteurs disent la vérité. Les combats ont cessé à peu près partout. Après tout, on a toujours parlé d'un cessez-le-feu. On en a toujours rêvé. Et aujourd'hui, on n'ose pas y croire. Et voilà, voici donc mon top 10 des séries de science-fiction. Comme je le dis tout le temps, c'est purement subjectif. Si je prends les numéros 2 et 3, c'est lié au fait que gamin j'étais fan des Vipers, des casques et de leurs pilotes, que les aigles m'avaient marqué et que j'essayais de les dessiner pour m'amuser, plus que sur le fond des séries en elles-mêmes. Par contre, le top 1 est selon moi au-dessus du lot pour l'époque. Que ce soit au niveau des valeurs véhiculées, de l'histoire ou de la psychologie des héros, pour l'époque c'était le top. Même les féministes ne pourront me contredire, 2 femmes à la tête des 2 camps, c'était révolutionnaire. Comme tout le reste, la série a un peu vieilli, mais elle reste tout à fait regardable. Voilà, c'est donc tout pour cette fois. On se retrouve bientôt quand j'aurai le prochain sujet.
Et d'ici là, je vous demande de garder la tête dans les étoiles et on se quitte sur le générique de fin des programmes de Antenne 2 qui passe de 75 à 83. Salut!